On peut mesurer l'intensité d'un tremblement de terre avec l'échelle de Richter. La tristesse, la douleur et la peine se ressentent, mais ne peuvent se mesurer. Il en est de même pour les tragédies et le malheur. Si l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui pouvait toutefois se mesurer, nul doute qu'elle atteindrait le maximum sur l'échelle de l'horreur. Laissez-moi vous parler de l'histoire de l'incendie de l'école de Collinwood. Le matin du mercredi des Cendres, le 4 mars 1908, l'aube était claire et nette dans la ville de Collinwood, Ohio. Fritz Hirter, père de 8 enfants et gardien de l'école Lakeview, a quitté très tôt son domicile, et a ensuite parcouru le petit pâté de maison entre son domicile et l'école. Il voulait alimenter le fourneau du sous-sol avec du charbon, suffisamment à temps, pour réchauffer le bâtiment pour les enfants à leur arrivée. Vers 6h30 du matin, il s'était mis au travail pour nettoyer les salles de classe et balayer les couloirs. Puis, à 8h, Hirter a ouvert les portes pour laisser entrer les enfants. Parmi eux, se trouvaient 4 des siens. La journée avait commencé à peu près de la même manière que n'importe quelle autre journée, mais cette routine paisible ne durerait pas longtemps. En quelques heures, l'école deviendrait un piège mortel, et entraînerait la mort de nombreux enfants qui avaient innocemment commencé leur journée devant leur pupitre. Collinwood était une petite communauté de 8000 habitants, située juste à l'extérieur de Cleveland, dans l'Ohio. L'école Lakeview, construite en 1901, était un imposant bâtiment en briques de 3 étages avec un intérieur en bois. C'était une école de quartier. La plupart des familles qu'elle accueillait vivaient tous aux alentours. Le 4 mars, entre 310 et 325 enfants âgés de 5 à 15 ans étaient présents. Au sous-sol, sous les classes de tous ces enfants et enseignants sans méfiance, une chaudière défectueuse fonctionnait à plein régime. Les tuyaux de vapeur qui passaient sous le premier étage surchauffèrent dangereusement, à tel point que les poutrelles du plancher en bois prirent feu sous la chaleur excessive. 30 minutes plus tard, tout ce qui restait de l'école Lakeview n'était plus qu'un tas de gravats fumants, à l'intérieur d'une carcasse de briques calcinées. Une fois que les enfants furent installés dans leur salle de classe, et que les couloirs et les escaliers furent calmes, Fritz Hirter retourna au sous-sol de l'école. Il a décrit ce qui s'est passé ensuite. J'étais en train de balayer le sous-sol lorsque j'ai levé les yeux, et j'ai vu un filet de fumée s'échapper de sous l'escalier d'entrée. J'ai couru vers l'alarme incendie et j'ai tiré sur le gong qui a déclenché l'alarme dans tout le bâtiment. Ensuite, j'ai couru vers les portes arrière. Hirter a expliqué qu'il avait d'abord ouvert les portes pour aider les enfants à s'échapper. Malheureusement, l'air qui s'est précipité dans l'école avec les portes ouvertes n'a fait qu'augmenter l'intensité des flammes, et celles-ci se sont rapidement propagées. Hirter a ensuite couru vers une salle de classe au premier étage, et a crié à sa fille de 5 ans, Ida, de rentrer chez elle en courant, et aux autres enfants de partir immédiatement. Il a ensuite déclaré que les instants suivants étaient déroutants. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite, sauf que j'ai vu les flammes jaillir tout autour, et les petits-enfants courir à travers elles en criant. Certains ont trébuché vers la porte arrière, et d'autres sont tombés directement dans les flammes. J'ai vu ma propre petite fille Elena parmi eux. J'ai essayé de la sortir, mais les flammes m'ont repoussé. J'ai dû laisser mon petit enfant mourir. J'avais l'impression que l'enfer s'était ouvert devant moi. Lorsque l'alarme incendie a retenti, les enseignants et les enfants ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un exercice. Personne n'était trop excité, et s'alignant sur leur professeur, ils se dirigèrent tranquillement vers les escaliers menant aux portes principales du premier étage. Au début, ils ont marché de manière ordonnée jusqu'à ce que les enfants en tête de file aperçoivent les flammes. L'ordre s'est rapidement transformé en chaos, et la plupart des enfants ont soit couru en hurlant tête baissée dans les flammes, pour tenter de les dépasser, soit se sont retournés pour s'enfuir en remontant les escaliers dans les couloirs étroits. Catherine Weller, enseignante à l'école Lakeview, était une jeune femme forte d'une vingtaine d'années. Mesurant près d'1,80 m, elle avait une présence imposante, et était connue pour être une enseignante stricte mais attentionnée, ayant été élevée à Pittsburgh par son père, un pasteur méthodiste allemand.
Elle enseignait depuis l'âge de 18 ans. Lorsque ses élèves se rendirent compte que l'exercice d'incendie n'en était pas un, Madame Weller fit de son mieux pour calmer ses 39 élèves de deuxième année, alors qu'ils quittaient leur classe du deuxième étage pour se diriger vers l'escalier principal. Lorsqu'ils virent que leur chemin était bloqué par les flammes, ils coururent rapidement vers l'escalier menant à la sortie arrière. Lorsqu'ils y arrivèrent, ils trouvèrent l'escalier étroit et de nombreux enfants remplissaient déjà le couloir. Alors que d'autres enfants arrivaient, ils essayèrent de grimper par-dessus la pile, mais ne réussirent qu'à se coincer encore plus. Elle aurait pu partir pour se sauver, mais au lieu de cela, elle resta. Catherine Weller passa ses dernières minutes à essayer désespérément de sortir les enfants de la pile emmêlée, et de soulager la pression alors qu'ils essayaient de se frayer un chemin vers les portes arrière. À un moment donné, elle perdit pied, et fut piétinée à mort sous la masse des enfants qui cherchaient à se sauver. Elle fut plus tard saluée comme une héroïne. L'incendie a commencé au sous-sol, juste sous l'escalier menant aux portes d'entrée. Lors des exercices d'incendie, les enfants avaient été entraînés à se diriger directement vers ces portes, mais n'avaient jamais été entraînés à chercher une autre issue, si ces portes étaient bloquées. Lorsque les enfants ont atteint le pied de l'escalier, ils ont trouvé les flammes qui faisaient déjà rage à travers le sol, bloquant l'accès aux portes d'entrée et à la sécurité. La ruée vers les portes a été si rapide, que les enfants se sont très vite regroupés en masse dans le vestibule contre les portes fermées, qui s'ouvraient vers l'intérieur. Les enfants s'approchant du pied de l'escalier, voyant ce qui les attendait, se sont retournés, et ont tenté de remonter tandis que ceux qui descendaient les repoussaient dans les flammes. À partir de ce moment, il n'y avait plus aucun espoir pour les enfants à la porte d'entrée et dans les escaliers du premier étage. Après que l'alarme incendie générale eut été déclenchée, le chef de la police de Collinwood, Charles McIlrath, fut parmi les premiers à arriver. Même s'il savait que 3 de ses propres enfants se trouvaient probablement encore à l'intérieur de l'école en flammes, le chef McIlrath se mit au travail pour diriger les sauveteurs et les pompiers, puis pour contenir les milliers de personnes venues aider, ou simplement regarder, par curiosité morbide. En quelques minutes, des centaines de parents ou de membres des familles, affolés, qui avaient entendu parler de l'incendie, arrivèrent sur les lieux. Leur nombre était trop important pour que la police puisse les retenir. Un certain nombre d'hommes de la gare de triage et des ateliers ferroviaires de Lakeshore Rail Yard arrivèrent également pour aider. George Getzian, un passant, a couru vers les portes arrière, et avec l'aide du policier Charles Wall, a réussi à les ouvrir, mais a été contraint de reculer à cause des flammes et de la chaleur. Ils ont tous deux déclaré qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'enfants dans cette zone, et qu'ils ont donc couru vers les portes d'entrée pour tenter de les ouvrir, mais en vain. Madame Walter Kelly, mère de 2 étudiants de Lakeview, et un inconnu, ont été parmi les premiers parents à atteindre le bâtiment. Madame Kelly essayait d'ouvrir les portes arrière et l'homme est venu l'aider. Tirant et tirant aussi fort qu'il le pouvait, croyant que les portes s'ouvraient vers l'extérieur, il ne parvenait pas à les faire bouger. Incapables de trouver quoi que ce soit pour enfoncer la porte, ils ont abandonné leurs efforts et ont commencé à briser les fenêtres, et à faire sortir les enfants jusqu'à ce que le feu devienne trop intense. Plusieurs enfants ont ainsi pu être sauvés. Les sauveteurs étaient persuadés que si davantage d'hommes avaient tenté de forcer les portes, beaucoup plus d'enfants auraient pu être sauvés. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est qu'à ce moment-là, de l'autre côté de ces portes, il y avait une masse d'enfants si serrée, qu'il n'y aurait eu aucun moyen de forcer ces mêmes portes. Malgré les tentatives précédentes pour les ouvrir, les hommes de la gare de triage ont donné des coups de pied et ont frappé les portes en bois massif, jusqu'à ce que leurs poings soient ensanglantés. Finalement, les portes arrière se sont effondrées sous le poids des enfants, révélant un spectacle horrible. Un mur d'enfants s'écroula dans la cour, et l'on pouvait apercevoir des visages blancs, et des corps qui se débattaient. Fritz Hirter, le gardien, était toujours dans le bâtiment. Il a réussi à sauver plusieurs enfants en les jetant à travers les fenêtres. Même si son visage et ses mains étaient noircis, il a continué à retirer les enfants du tas, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus en sauver. Il a fui le bâtiment à la dernière seconde, alors que d'autres enfants étaient poussés sur la pile qui mesurait désormais plus de 6 pieds de haut. Alors que les flammes se rapprochaient de plus en plus des enfants, les sauveteurs ont tout essayé pour les démêler et les sortir du tas.
mais personne n'a pu les sauver. Finalement, la chaleur a fait reculer les sauveteurs, qui ont dû regarder, impuissants, leurs enfants se faire engloutir par les flammes. 2 des enfants du chef de police McIlrath, Benson, 7 ans, et Viola May, 9 ans, faisaient partie des survivants. Viola avait été brûlée à la tête et avait perdu ses cheveux dans l'incendie. Cependant, son fils aîné, Hugh, 10 ans, avait péri dans les flammes, mais était mort en héros. Plusieurs témoins, dont son père, ont décrit les actions de Hugh ce jour-là. On l'avait vu conduire un certain nombre d'enfants plus jeunes dans l'escalier de secours, permettant de les sauver. Malheureusement, d'autres enfants, effrayés, s'étaient enfuis en courant dans la mauvaise direction. Hugh avait rebroussé chemin pour tenter de les sauver, mais un mur de flammes avait surgi devant lui, et on ne l'a plus jamais revu vivant. Lorsque les portes d'entrée ont finalement cédé, les gens ont vu une scène horrible, semblable à celle des portes arrière, un mur d'enfants brûlés. Mais cette fois, la majorité des enfants étaient déjà morts. Wallace Upton, un père qui aidait la police et les pompiers, s'est rendu compte que sa propre fille de 10 ans était coincée au bas du tas. Elle était gravement brûlée et piétinée, mais elle était toujours en vie. Il essaya de toutes ses forces de l'arracher au poids qui la pressait, alors que les flammes se rapprochaient de plus en plus. Mais il ne parvint pas à la libérer. Il a continué jusqu'à ce que la plupart de ses vêtements soient réduits en cendres, et qu'il soit lui-même gravement brûlé. Malgré ses graves blessures, il n'a pas voulu se rendre chez un médecin, mais est resté là, auprès de sa fille décédée. Le service d'incendie de Collinwood était entièrement composé de volontaires, dont beaucoup étaient assez inexpérimentés. Ils avaient du mal à tout mettre en ordre, et tardaient à arriver sur le bâtiment. Lorsqu'ils y arrivèrent enfin, ils découvrirent que leur équipement de lutte contre l'incendie était très insuffisant. Faute de pression d'eau, le jet n'était même pas assez puissant pour atteindre les fenêtres du 2e étage. De plus, ils ne disposaient pas d'une échelle assez longue pour atteindre le 3e étage. Les pompiers firent tout ce qu'ils purent, mais en fin de compte, ils n'eurent que très peu d'effet sur le résultat. La majeure partie du bâtiment avait brûlé au cours des 30 premières minutes. Il ne restait plus que des braises fumantes. Les bénévoles avaient maintenant la lourde tâche de retirer le reste des corps au milieu des gravats. La seule chose qui restait debout était l'enveloppe extérieure en briques du bâtiment. Les murs avaient perdu la plupart de leurs supports internes et risquaient de s'effondrer de manière imminente. Heureusement, les murs sont restés debout jusqu'à ce que les victimes aient été retirées des ruines. Les pompiers et les cheminots de l'atelier de Lakeshore ont procédé à l'enlèvement des corps. Ce fut une tâche épouvantable, car ils ont dû extraire des torses noircis et des restes humains du site. Les sauveteurs ont formé une ligne, et, à mesure que chaque corps était démêlé des débris, il était ensuite transféré sur une civière. Après avoir été recouvert d'une couverture, chaque corps était transporté vers l'un des 12 wagons d'ambulance en attente. Un atelier ferroviaire voisin a été utilisé comme morgue de fortune. Au fur et à mesure que chaque ambulance était remplie de victimes, les restes étaient transportés à la morgue et déchargés, afin que l'ambulance puisse faire un voyage de retour pour un autre chargement le plus rapidement possible. Lorsque les corps sont arrivés à la morgue, ils ont été disposés en rangées de 10. Il y avait 16 rangées. Beaucoup de petits corps étaient tombés en morceaux lorsqu'ils ont été retirés des débris, ce qui rendait l'identification encore plus difficile. La scène à la morgue était horrible. Les parents et les membres des familles parcouraient toutes les rangées recherchant leurs enfants perdus. Les familles ont été autorisées à entrer à la morgue 10 par 10, ce qui leur a donné suffisamment de temps et d'espace pour retrouver leurs proches en paix. Le processus d'identification a ensuite commencé. Finalement, presque tous les disparus ont été retrouvés et identifiés. Cependant, 19 corps d'enfants n'ont jamais été retrouvés, ainsi que celui de l'enseignante, Catherine Weller. Certains d'entre eux auraient été réduits en cendres, des cendres qui resteraient dans les ruines de l'école à tout jamais. De nombreuses autorités ont estimé que plusieurs erreurs d'identification avaient eu lieu, mais comme bon nombre d'enfants avaient déjà été enterrés, ces possibles erreurs n'ont jamais été corrigées. Au final, 172 enfants ont perdu la vie dans l'incendie de l'école Lakeview. 2 enseignantes ont également disparu, Grace Fisk et Catherine Weller,
dont le corps n'a jamais été retrouvé. Un sauveteur a également été perdu. John Cragnac, l'une des premières personnes à intervenir, a été vu pour la dernière fois, courant vers le bâtiment en feu pour tenter de sauver des enfants. Depuis, il était porté disparu. Avec le besoin de trouver quelqu'un ou quelque chose à blâmer, des rumeurs ont commencé à gronder parmi les habitants de la ville et les parents en deuil. Sans aucune preuve, la faute a d'abord été imputée à Fritz Hirter, le gardien de l'école. Peu après l'extinction de l'incendie, une foule de près de 500 personnes s'est rassemblée devant son domicile, et un contingent de policiers a été mobilisé pour le protéger, lui et sa famille. Cependant, le deuxième jour, lorsque la famille Hirter sortit de la maison avec 3 petits cercueils contenant les restes de ses propres enfants perdus dans l'incendie, les cœurs furent attendris et la foule se dispersa sans incident. Walter, Elena et Ida Hirter ont été retrouvés entassés au 2e étage. Il a été déterminé par la suite que M. Hirter n'était responsable ni de la cause, ni de la propagation de l'incendie. Le conseil municipal de Collinwood a approuvé une aide de 5 000 $ pour aider financièrement les familles les plus pauvres. La ville de Collinwood avait également prévu d'acheter un champ pour enterrer la totalité, ou la plupart des victimes de l'incendie lors de funérailles publiques. Cependant, après que de nombreuses familles aient choisi des enterrements privés, la ville a acheté un grand terrain dans le cimetière de Lakeview, qui servirait de fosse commune pour les restes non identifiés. Plusieurs enfants issus de familles les plus pauvres, incapables de payer des funérailles, devaient également y être enterrés. Des cercueils blancs ont été achetés pour les corps entrant dans cette parcelle, et des rubans blancs ont été placés sur les portes de chaque famille ayant perdu quelqu'un dans l'incendie. Une enquête auprès des familles des victimes a été menée, identifiant leurs besoins, et des milliers de dollars de charbon et de produits d'épicerie ont été distribués. Le 6 mars, les habitants de Collinwood commencèrent à enterrer leurs morts. En moyenne, 4 funérailles, certaines pour plusieurs membres de la famille, eurent lieu toutes les heures du lever au coucher du soleil, et durèrent 3 jours. Il n'y avait pas assez de voitures funéraires disponibles, et beaucoup durent utiliser des chariots, et même des tramways pour transporter les petits cercueils vers les différents cimetières. Les dernières funérailles privées eurent lieu le 8 mars, un dimanche. Lundi était le jour réservé aux services commémoratifs et aux funérailles publiques, qui ont eu lieu au cimetière de Lakeview. Les cercueils blancs étaient placés côte à côte dans un arc peu profond avec de nombreuses couronnes blanches, et d'immenses arches de fleurs blanches ornaient le site. Des milliers de personnes sont venues pleurer la disparition de ces jeunes innocents. Un mouvement fut lancé pour collecter de l'argent auprès des écoliers de la région de Cleveland, afin de financer l'érection d'un monument dédié à la mémoire des enfants et des enseignants disparus. Le projet fut élargi pour inclure toutes les écoles du nord de l'Ohio, chaque enfant étant invité à donner un penny. La nouvelle de la création du fonds se répandit, et bientôt des enveloppes contenant des pennies arrivèrent des écoles de tout le pays. Collinwood avait besoin d'une nouvelle école. Le site choisi pour l'installer était à côté de celui de l'ancienne école Lakeview. Plusieurs parents en deuil tentèrent d'arrêter le projet, et sommèrent le conseil municipal de trouver un autre emplacement. Ils déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas supporter l'idée que leurs plus jeunes enfants devraient fréquenter l'école à côté de celle où reposaient les cendres de leurs frères et sœurs. Cependant, la construction commença sur le site choisi, et l'école fut achevée en 1910. L'école fut baptisée Collinwood Memorial. Pour commémorer davantage la perte tragique de vies humaines, un jardin public a été construit sur le site de l'incendie. Le jardin comprend une belle pelouse avec des arbres et des plantations, des bancs et des allées paisibles. Il y a un grand mémorial dans le jardin. Sur les côtés du mémorial se trouvent 175 tuiles, chacune portant l'inscription du nom d'une personne décédée dans l'incendie. Fritz Hirter a continué à travailler pour le système scolaire en tant que concierge, jusqu'à sa retraite à 70 ans. Il parlait rarement de l'incendie. Il est décédé à l'âge de 96 ans. Les pertes humaines dévastatrices dans l'incendie de l'école Lakeview ont été véritablement tragiques, mais comme c'est souvent le cas, il en est résulté du positif. L'incendie a non seulement touché le cœur d'une nation en deuil, mais il a également attiré son attention. La sensibilisation du public à la sécurité et à la prévention des incendies a été considérablement accrue, ce qui a conduit à des bâtiments plus sûrs,
et a des codes de prévention des incendies améliorés. Les villes et villages de tous les États-Unis ont institué des inspections des écoles, des théâtres, des cinémas et des bâtiments publics. La plupart d'entre eux ont exigé l'installation de portes de sortie qui s'ouvrent vers l'extérieur, d'escaliers de secours extérieurs incombustibles, et, dans certains cas, d'escaliers de secours supplémentaires. Il est impossible de déterminer combien de vies ont été sauvées grâce à ces changements. Plus d'une centaine de familles ont perdu des enfants ce terrible jour du mois de mars. Un phénomène étrange se serait alors produit. En effet, un peu après l'incendie, plusieurs familles ont commencé à parler entre elles à voix basse. Ces familles disaient toutes la même chose. Plusieurs d'entre elles ont raconté avoir aperçu brièvement leurs enfants disparus, ou entendu leur voix depuis une autre pièce, puis n'avoir trouvé personne lorsqu'elles sont allées voir. Elles ne savaient jamais si leurs enfants revenaient pour leur dire au revoir, ou pour les réconforter. Au fil du temps, les visites sont devenues moins fréquentes. La Collinwood Memorial School a été fermée dans les années 1970. Elle est restée abandonnée pendant des décennies. La vieille école avait acquis la réputation d'être hantée. Des personnes qui habitent à proximité de l'école ont raconté avoir souvent vu une lumière apparaître dans une fenêtre du 2e étage de l'ancien bâtiment. La lumière se déplaçait lentement dans les couloirs, puis disparaissait. Cette lumière a été vue à plusieurs reprises par de nombreuses personnes au fil des années, mais aucune cause naturelle n'a jamais été déterminée. Le bâtiment ayant été abandonné pendant si longtemps, et le quartier autour de l'école s'étant détérioré au fil du temps, peu de gens venaient s'y promener. Cependant, quelques intrépides, qui voulaient visiter le bâtiment apparemment hanté, ont ressenti lors de leur visite, certains points froids leur donnant des frissons. Ils ont également déclaré avoir entendu de faibles cris d'enfants. Les passants dans le jardin commémoratif, situé sur le lieu même de l'incendie de l'école, ont raconté avoir senti une forte odeur de fumée qui régnait dans la zone. Cette odeur de fumée se transforme parfois en une puanteur putride, si forte qu'elle chasse les visiteurs du jardin. En 2003, le jardin commémoratif a été reconsacré, et, en 2004, la Collinwood Memorial School a été démolie. Une toute nouvelle école, pour les enfants de la région, également appelée Memorial School, se trouve désormais sur le site. Seul le temps nous dira si les enfants d'antan reviendront à nouveau dans cette nouvelle école nommée en leur mémoire. Vous allez découvrir maintenant quelques visages de ces petites victimes. Par respect pour elles, je stoppe maintenant mon commentaire.